Bienvenue, Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Allô, ça va bien, Daniel? Ben oui, ça va bien. Écoute, j'ai écouté, on entendait le syndicat hier, des Air Canada. L'aviation au Canada, ça en arrache. Air Canada, c'est le syndicat canadien de la fonction publique qui s'occupe de négocier. C'est-tu des fonctionnaires déguisés? Euh, Puis là, ils font une offre le syndicat se fait une offre de 100%. C'est sûr qu'Air Canada allait dire non, puis ils font une contre-offre à 38%. Moi, 5 de suite. Alors, Non. comment tu vois ça, l'aviation au Canada? Puis cette grève-là, là, on demande au ministre d'intervenir. Écoute, c'est un enjeu stratégique majeur. C'est une question de sécurité de transport des gens et aussi des marchandises. Notre aviation au Canada, on n'a pas beaucoup de concurrence non plus là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu en penses un peu? Air Canada, comment tu vois ça? Toi, tu as été ministre, tu étais, d'ailleurs, il faudrait dire honorable Maxime Bernier, d'ailleurs. Donc, tu étais ministre, tu étais dans le bain. Comment tu vois ça, ces espèces de grèves-là, problèmes de négociation avec Air Canada, c'est l'enfer. Oui, Air Canada et les autres compagnies aériennes sont vraiment surréglementées au Canada. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de compétition lorsqu'une compagnie aérienne essaie de rentrer dans le marché. La réglementation est une façon détournée pour les compétiteurs de bloquer la compétition en demandant au gouvernement fédéral d'augmenter les réglementations, c'est plus coûteux pour les compagnies aériennes. On a aussi dans les aéroports chargent des frais énormes pour permettre aux compagnies aériennes d'œuvrer dans un aéroport. Si on compare ces frais-là avec les États-Unis, actuellement, il faut absolument qu'il y ait une réforme. Et lorsque j'étais avec les conservateurs, je plaidais pour une réforme, une déréglementation du secteur de l'aviation. On appelait ça Open Sky Policy, donc une politique d'ouverture du ciel. Mais, Mhm. euh, mais ça ne s'est pas fait. Et là, on voit Air Canada, qui est une société quand même présente partout au Canada, mais avec des offres de 38 là, moi, je pense que les agents de bord sont bien traités à Air Canada. Je voyage beaucoup au Canada dans ma fonction de chef de parti, que ce soit avec WestJet, avec Air Canada ou d'autres compagnies aériennes. Et je peux te dire que Air Canada, ils sont très bien traités et le syndicat exagère actuellement. Les gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils vont avoir une augmentation de 38 de leur salaire l'année prochaine? Non. Et c'est qui paie pour ça? Bien, c'est nous. Et ça va être tous les voyageurs qui vont payer parce que les billets d'avion vont être plus chers et le coût va retomber sur l'ensemble des consommateurs. Puis, nous, les consommateurs canadiens, bien, on n'a pas d'augmentation de 38. Moi, cette grève-là, ben, c'est un lockout. Je pense que Air Canada a pris le taureau par les cornes et dit au syndicat, regardez, là, faites pas de grève, c'est moi qui fais un lockout. Je vous ai offert de bonnes propositions et on verra bien avec le gouvernement s'il passe une loi ou pas. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'entente du syndicat. Moi, je pense pas que la, que la direction d'Air Canada est à blâmer dans ce conflit-là. Je pense plutôt que c'est le syndicat qui exagère. Oui, donc voilà. Donc puis l'aviation, en gros, Air Canada, est-ce que c'est privé ou public? C'est quoi le statut d'Air Canada par rapport à WestJet, par exemple, qui lui est privé? Parce que l'aviation au Canada, on en arrache avec toutes sortes d'affaires. Donc, le statut d'Air Canada, c'est un débat qui existe depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Est-ce qu'on devrait le privatiser à 100%? C'est une option, mais on fait quoi avec ça? Oh oui, ça devrait être privatisé à 100%, certainement. Mais Air Canada, écoutez, en Suisse, il y avait Swiss Air il y a quelques années et le gouvernement suisse a privatisé Swiss Air à 100%. Et les Suisses ont toujours accès à une compagnie aérienne qui est en majorité détenue par les Suisses. Donc, Air Canada peut être privatisé à 100%, c'est ce que je prônerais, mais ce n'est pas le cas actuellement. Oui, alors voilà, donc ça va être un dossier à suivre qui va être chaud encore. Et là, les gens sont perturbés, les vols annulés et autres. Alors, c'est pas le temps de. Une chance, tu as fait une tournée dans l'Ouest juste à temps. Et Oui. tu arrives de là dans l'Ouest et tu as eu une infolette que tu as faite cette semaine qui parlait de dire oui à un référendum au Québec, mais aussi, je crois, en Alberta, pour mettre de la pression sur le gouvernement. Le oui, hey, là, ça dérange. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. On a l'aspect avec Paul Saint-Pierre Plamondon, écoute, qui est content de voir
que tu appuies un peu ça. Donc, c'est un peu une entente, je dirais une alliance un peu bizarre qu'on voit présentement. Alors, ça, j'en ai parlé hier. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon qui t'appuie. Où est-ce qu'on en est? Explique-nous ça, cette idée-là. Bien, premièrement, il faut remonter dans l'histoire et puis il faut bien comprendre que je ne suis pas indépendantiste, que j'ai voté oui au référendum de 95, pas pour créer le Québec un pays, mais pour faire en sorte d'avoir de négociations et renouveler le fédéralisme comme les pères de la Confédération le voulaient. J'en avais soupé les interventions du fédéral dans les champs de compétences provinciales. D'ailleurs, lors de ce référendum-là, rappelez-vous que Mario Dumont était dans le camp du oui, que l'indépendantiste pur, qui était Jacques Parizeau, a fait venir Lucien Bouchard et l'a nommé négociateur en chef pour, oui, ouvrir la porte. Et si vous vous rappelez de la question qui avait été demandée, donc des gens qui voulaient un renouveau radical du fédéralisme ont été dans le camp du oui. Et aujourd'hui, bien 30 ans plus tard, il faut dire que la situation s'est empirée au Canada. Ça s'est empiré partout et même aussi pour les Albertains. On a le gouvernement fédéral qui a créé 3 nouveaux programmes qui sont inconstitutionnels, qui interviennent dans les champs de compétences des provinces, c'est-à-dire le programme dentaire, le programme de garderie nationale, le programme d'assurance médicaments. Tout ça, c'est sous l'exclusivité de la compétence des provinces. Le fédéral dépense l'argent qu'il n'a pas et nous endette comme si l'argent tombait du ciel. On a la taxe d'inflation. Il faut payer encore plus cher pour nos biens et services. On a le fédéral qui inonde le pays avec des migrants et des demandeurs d'asile qui, finalement, c'est des faux demandeurs d'asile. On voit que le tissu social au Canada est transformé par l'immigration de masse. Donc, on est dans une pire situation qu'on était en 95. Et même si le oui ne l'a pas remporté à 49 en 1995, bien, on nous avait fait plein de promesses. Les fédéralistes nous avaient fait bien de promesses de changer ça, de respecter la Constitution. Rien n'a été fait, ça s'est empiré. Et là, ce que je dis, nous, il faut voter oui. Pourquoi? Pour sauver le Canada. Et les gens vont dire, ben c'est contradictoire, ça, Maxime. Le oui, c'est pour l'indépendance. Mais lorsqu'un pays vote oui à un référendum, il y a des négociations après. Regardez juste Brexit en Angleterre. Les Anglais ont voté oui pour se débarrasser de l'Union européenne qui, finalement, brimait leur souveraineté nationale. Mais ça a pris 2 ans de négociations pour confirmer l'entente. Et les Anglais ont quand même accès au marché européen sur une nouvelle base. Et Bruxelles ne peut plus intervenir et dire à Londres quoi faire ou quoi ne pas faire. Donc, on peut voter oui et avoir une nouvelle négociation. Et moi, c'est ce que je souhaite, qu'on vote oui. Et là, ça va réveiller le fédéral. Et là, le fédéral, s'il veut garder ce pays-là uni, va devoir retourner à la base de ce que les pères de la Confédération voulaient en 1867, c'est-à-dire un très petit gouvernement à Ottawa qui laisse le champ libre aux provinces. Et il y a un risque là-dessus, j'en suis conscient. Si les négociations aboutissent à une indépendance du Québec, bien, ça sera le cas parce que le statu quo n'est plus tenable. Mais moi, mon premier choix, ce n'est pas la séparation, c'est la nouvelle entente avec le fédéral. Et je le dis depuis la création du Parti populaire qu'il faut respecter la Constitution, avoir une décentralisation radicale. Et maintenant, ce discours-là, j'arrive d'Alberta, comme tu disais, Daniel, mais les Albertains sont tannés aussi. Ils ne peuvent pas exploiter leurs ressources naturelles comme ils le veulent. Ottawa met des bâtons dans les roues et avec les folies des changements climatiques, on leur impose de la réglementation comme on impose partout au Canada. Et donc, ils voulaient un changement à Ottawa en ayant un gouvernement conservateur. Ils n'ont pas eu un gouvernement conservateur. Il y a un autre gouvernement libéral. Et ils sont déçus de Poilievre parce qu'il ne défend pas comme ils aimeraient la province de l'Ontario et l'autonomie pas de l'Ontario, pardon, de l'Alberta. L'Alberta, ouais. Et l'autonomie de l'Alberta. Donc, ils se retournent vers un référendum sur la séparation qui devrait avoir lieu en 2026.
Et je leur ai dit durant la campagne électorale, parce qu'il y a une campagne électorale actuellement dans un comté, une élection partielle, Pierre Poilievre essaie de se faire élire. On a un candidat qui est très bon là-bas, Jonathan Bridges. J'étais avec lui, j'ai fait campagne avec lui cette semaine. Et ce qu'on disait aux Albertains, mais regardez là, vous avez le choix, envoyer un message clair à Ottawa, votez Parti populaire, et nous, on est prêts à vous donner ce que vous voulez et ce que tous les autres provinces veulent. Un gouvernement plus petit à Ottawa, le respect des champs de compétences, l'autonomie provinciale, plus de liberté individuelle. Et s'il y a un référendum ou lorsqu'il y aura un référendum sur la sécession en Alberta, on sera avec vous pour mettre de la pression sur le gouvernement en prônant un oui, parce que ça va être la seule façon. Oups. Oui, Daniel? Oui, ça va. Donc, Oui, je disais que ça va être la seule façon, ça va être la seule façon de changer les choses avec un référendum, un oui, et pour revenir à ce que devait être le Canada quand il a été créé. Oui, et c'est une proposition audacieuse parce que des gens ont été surpris de voir le rappel historique. Alors, ben oui, tu connais bien le Canada. Et tu as parlé de Poilievre. Ben, on a un petit clip vidéo, justement, de Poilievre récemment. Et encore une fois, sans surprise, il n'est pas capable de se mouiller. Je pense que c'est ça qui dérange un peu les Albertains, pardon. Grant Abraham. Been signed into treaties that is stealing your economic sovereignty and your actual sovereignty as people. And if we want to actually have our energy released and create the kind of wealth that Albertans and Canadians can have, Mr. Poilievre needs to answer a question for us and tell us whether he'll actually revoke the UN Paris Climate Accord, because it's a massive curtailment on our ability to unleash our energy. So until we can deal with these treaties internationally, our infrastructure is going to be curtailed. And that's the agenda with the Liberal government, and you never hear that discussed by the Conservatives. Can you answer that question, Mr. Poilievre? Thanks, Grant. Bonnie. I'm sorry, Mr. Whitaker, I couldn't hear you. What did you say? I said, God help me. Alors, ne réponds pas à la question, évite la question. On l'avait dit, puis les gens disent « Ah, vous bâchez tout le temps ces conservateurs. » Ben non, mais il ne répond pas. Puis là, c'est l'accord de Paris. Pourquoi ils tiennent tant que ça à ce que le Canada demeure dans l'accord de Paris? C'est quoi que ça cache en arrière qu'on ne voit pas, là? Qu'est-ce qu'il faudrait exposer, là, que les gens comprennent? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on devrait faire pour que les conservateurs et d'autres Canadiens comprennent que l'accord de Paris, les changements climatiques, il n'y a pas d'urgence climatique. Le CO2 n'est pas un polluant, c'est un gaz essentiel pour la vie. Ce qu'ils essaient de faire, c'est d'appauvrir les pays riches, de faire une redistribution mondiale, prendre l'argent des pays riches pour donner ça aux pays pauvres. Si je veux en faire de la redistribution en tant que chef d'un pays ou premier ministre, bien, on peut le faire, on peut avoir des ententes et aider d'autres pays si on le veut. Nous, notre priorité, c'est pas de faire ça, c'est aider les Canadiens d'abord. Mais l'entente de Paris, là, on a mis dans la tête aux jeunes là, que c'était la fin du monde, qu'il fallait préserver et protéger Mère Nature et la Terre. La Terre n'est pas en danger. Même il manque de CO2. Plus que le CO2, plus que la Terre va se réchauffer. Et c'est mieux d'avoir un réchauffement climatique qu'un refroidissement climatique. Plus que de CO2, bien plus que de nourriture pour les plantes, plus que la planète va être verte. Et là, on fait peur aux gens. Et au Québec, il fait des 30 Celsius. C'est comme s'il n'avait jamais fait ça. Et on dit aux gens de rester en dedans. La peur est toujours là. On essaie de faire peur aux gens pour contrôler leur comportement. Puis là, Poilievre, lui, embarque là-dedans parce que il croit à ces folies-là de changement climatique. Mais les gens en Alberta en ont marre, puis ils se disent arrêtez parce qu'au nom des changements climatiques, on empêche le développement de leur industrie de gaz naturel et de pétrole. Bon, mais justement, et ça, si on revient sur le sujet du oui et autres, parce que justement, contrairement à l'Alberta, le PQ ne veut pas exploiter nos richesses, se séparer et se retrouver avec une dictature du PQ. Non, merci, y penser me donne la nausée. Et ça, c'est un sujet que j'ai vu, évidemment, dans les commentaires beaucoup. Donc, on a Paul Saint-Pierre Plamondon voit d'un bon œil l'appui de Maxime Bernier, troisième référendum. Bon, il y en a qui parlent, est-ce que ça serait un référendum gagnant ou perdant? Ça serait une catastrophe si c'était perdant, on s'entend, parce que le rapport de force diminuerait. Il faudrait que l'Alberta peut-être le fasse en même temps que le Québec.
Ceci dit, il y avait raison sur un point, on va prendre tous les alliés, même ceux qui sont assez loin de mes convictions, parce qu'il l'avoue. Lui, il est pas mal, il n'est pas pareil pantoute, le pétrole, ça ne tente pas. C'est dans le programme du PQ. Mais il trouve que tu es cohérent, c'est une bonne nouvelle. Alors, il veut une approche libertarienne qui n'est pas du tout la mienne. Je vais revenir sur le bout libertarien, là. Qu'il n'y a plus de gouvernement ou le moins possible. Il dit, si je suis cohérent avec moi-même, bien, je vais me débarrasser du palier où il y a plus de gaspillage. C'est une cohérence qu'on ne voit pas chez certains autres conservateurs et qui a un mérite. Bon, ça, c'est le premier point de Plamondon à ton endroit. Puis je vais commenter ensuite sur d'autres choses que l'article de la presse a noté que je trouve intéressant. Alors d'abord, la partie libertarienne. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que c'est une vision libertarienne que tu proposes? Est-ce que c'est dans ce sens-là ou ça va plus loin que ça? Non, si les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on propose, Daniel, notre programme est là sur le site Internet partipopulaireducanada.ca. On propose un gouvernement plus petit. Et quand on parle de libertarien, c'est de liberté individuelle, mais on croit que le gouvernement a un rôle à jouer, mais le rôle qu'il doit jouer, c'est celui selon la Constitution canadienne, et ce n'est pas le cas actuellement. Et donc, M. Plamondon dit que Bernier, vu qu'il est libertarien, ne croit pas au gouvernement et donc veut éliminer un gouvernement à Ottawa. Ça va être moins pire. Non, je ne veux pas éliminer le gouvernement d'Ottawa. Je veux faire en sorte que le gouvernement d'Ottawa revienne à ce qu'il devrait être. S'occuper de quoi? S'occuper de la monnaie, s'occuper de l'armée, s'occuper des relations internationales. Il n'y a pas d'affaire à s'occuper de santé. Il n'y a pas d'affaire à s'occuper de programmes sociaux. Il n'y a pas d'affaire à s'occuper de garderie. Il n'y a pas d'affaire à s'occuper de logement. Il n'y a pas d'affaire à s'occuper d'infrastructures, routes provinciales, infrastructures nationales, oui, mais pas provinciales. Donc, je veux un gouvernement comme les pères de la Confédération le voulaient, et actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, un vote pour un oui va faire en sorte d'amener le fédéral à la table, et les fédéraux, pour sauver le Canada, vont certainement offrir à la province qui dira oui une entente qui devrait les satisfaire. Et est-ce qu'on revient à la souveraineté association de René Lévesque? Moi, j'aimerais que le Québec soit souverain dans ses champs de compétences. Actuellement, le Québec n'est pas souverain dans ses champs de compétences. Donc, oui, il faut voter oui pour amener ces négociations-là pour un changement. Mais je ne suis pas pour un Québec indépendant. C'est bien clair. Ben voilà, donc c'est clair, effectivement. Et dans le même article, c'est drôle parce que on a fait une campagne électorale récemment. Tu as fait plusieurs points de presse, tu avais plusieurs sujets que tu as apportés, mais peu ont été rapportés dans les médias. Et là, on a la presse dans le même article qui parle de certaines de tes propositions. Et ça m'amène au prochain sujet. D'abord, là, ils font l'historique vite. Bon, OK. Le PPC propose d'imposer un moratoire sur les nouveaux résidents permanents pendant autant d'années que nécessaire jusqu'à ce que la crise du logement soit résorbée, que l'impact économique négatif de l'immigration de masse ait été neutralisé et que le processus de désintégration sociale et culturelle de l'immigration de masse a été inversé. Wow! Ça, c'est dans la presse. Tu veux aussi abroger la loi sur le multiculturalisme, puis on pourrait dire que peut-être c'est une des causes, des racines de l'immigration de masse, et mettre l'accent sur l'intégration des immigrants dans la société canadienne. Wow! En matière d'environnement, on a parlé, se retirer de l'accord de Paris, taxes, règlements, subventions, programme adopté par le gouvernement libéral pour lutter contre les soi-disant changements climatiques. Et en dernier, créer un ministère dédié à la réduction de la taille de l'État, un DOGE, qui examinera systématiquement tous les programmes dans le but d'abolir les programmes idéologiquement orientés qui font la promotion du wokisme, programme, etc. Donc, comment tu trouves ça que tout d'un coup, la presse, ben écoute, je suis d'accord avec eux autres, je veux dire, ils ont bien rapporté tes propositions là-dessus. Là, tout d'un coup, ils servent de ça dans un... Ils sortent ça à travers un article de Plamondon, puis on arrive sur le sujet de l'immigration de masse, 1 200 000 immigrants de plus au Québec depuis 2020. On a des problèmes immenses au Québec. Le discours sur l'immigration dans la campagne élection partielle d'Arthabasca, personne n'en a parlé malheureusement, mais on le voit le problème, là. On sent et des gens le constatent visuellement. Alors, comment tu trouves ça d'abord, le fait que la presse en parle tout d'un coup? Est-ce que c'est indicateur de quelque chose? Et sur l'immigration de masse, quoi faire? Parce que la Fédération des chambres de commerce, hier encore, a redemandé plus d'immigrants pour le travail.
Ben oui, oui, c'est le lobby, ils demandent plus d'immigrants, mais moi, ce que j'ai à leur dire, c'est qu'augmenter votre offre salariale, vous allez avoir certainement plus de Québécois qui vont aller travailler pour vous. Ils veulent de la cheap labor, excusez-moi l'anglicisme, pour les aider, mais c'est pas, non. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas capable d'avoir de Québécois, puis si vous ne voulez pas augmenter vos salaires, ben, vous avez une autre option. L'autre option, c'est d'investir dans l'automatisation et faire en sorte de vous automatiser avec des robots. Vous n'auriez peut-être pas besoin d'individus. Mais si vous voulez des Québécois, bien, augmentez le salaire. Puis je suis pas mal certain que les Québécois vont y aller. C'est pas le temps d'emmener des gens qui vont venir ici, cheap labor, qui vont voler les emplois des Québécois ou des Canadiens. Mais ce que je retiens de cet article-là dans la presse, c'est que tu as raison, Daniel. Durant la campagne électorale, ils ne nous ont pas suivis, ils nous ont ignorés. Et là, bien, ils s'aperçoivent que, whoop, parce qu'on a une position sur un référendum québécois ou albertain, ça fait l'affaire de la presse de arrêter de nous traiter de stupides. Et là, bien, ils regardent un peu plus nos politiques. Et je pense que pour M. Plamondon, bien, le Parti québécois, je l'ai dit moi aussi, c'est un parti gauchiste, c'est pas mon parti politique. Et là, bien, il essaie de démontrer qu'un Québec souverain serait ouvert à plusieurs options de gauche, de droite. Et ça, je pense que ça fait son affaire qu'on ait pris cette position-là, malgré qu'on ne s'entend pas sur le but final. Qu'on a pris cette position-là, parce qu'il peut dire aux gens, regardez, là, on est capable d'attirer des gens de partout et ensemble, on fera le Québec qu'on veut après l'indépendance. Donc, il a ce discours-là. Moi, j'ai un autre discours. Et là, la presse, tout à coup, ont décidé de parler de nous sur nos politiques, parce qu'aussi, il faut savoir qu'avec le temps, nos politiques sont de moins en moins extrémistes. Parce que lorsqu'on a parlé d'immigration en 2018, on était des racistes. Là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire ça. Lorsqu'on parlait de, par exemple, limiter le rôle de l'État, on nous disait, ah, on veut détruire l'État au fédéral, ça n'a pas de bon sens. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit que le fédéral intervient partout, empêche le développement de d'autres idées innovatrices qui pourraient provenir des provinces, par exemple en santé. Ça fait que notre discours pour eux, avec le temps, devient de moins en moins radical et donc ça leur permet parce que, qu'est-ce que je dois te dire, Daniel, c'est qu'on a raison. On base des politiques sur les faits et sur la vérité, malgré que ces politiques-là ne sont pas populaires au moment où on les émet. On se dit que c'est la meilleure chose pour le pays, puis plus on va en parler, plus elle va devenir populaire. Bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que la presse, maintenant, se gêne pas de citer quelques-unes de nos politiques. C'est bon signe, mais je pense qu'ils vont retourner dans leurs vieilles habitudes et nous ignorer les prochaines semaines. Mais là, cette semaine qui parle de nous de façon neutre, pour moi, bien, c'est bien. C'est plaisant de voir ça, mais je sais qu'ils vont retourner dans leurs vieilles habitudes la semaine prochaine. Bon, on va essayer de ne pas leur donner l'occasion. Puis parlant de ça, des travailleurs, écoute, les statistiques sont sorties en juillet. 40 000 emplois perdus au Canada. Le taux de chômage à la hausse. On s'en va peut-être pour 3 baisses de taux d'intérêt. On parle d'inflation, inflation et récession. Mais avec l'immigration, encore pour les emplois, le fait que le gouvernement finance une partie du salaire aux entreprises pour les immigrants, c'est sûr qu'ils aiment ça. Il va y avoir plus d'immigrants comme travailleurs car ils ont des subventions pour embaucher les immigrants. On en a aussi pour le logement. Bref, je pense qu'il faut mettre la hache dans tous ces programmes-là à un moment donné, priorité, parce que là, si on se ramasse avec un surplus de chômage de 14 % chez les jeunes de 18 à 25 au Québec, il n'y a plus de raison d'avoir des travailleurs étrangers. Puis notre immigration, moi, je le dis toujours, on n'a pas de visa de travail pur. C'est-à-dire, tu viens travailler ici, tu as fini, tu retournes chez vous. Les gens associent visa de travail à immigration automatique. Je pense qu'il faudrait une réforme là-dedans. Là. Ah oui, absolument. Quand tu as un visa, tu as un travailleur étranger temporaire, tu viens ici temporairement, tu retournes dans ton pays d'origine après. Quand tu es étudiant, tu as un visa d'étudiant. Lorsque tu as fini tes études, tu retournes dans ton pays. Avant ça, c'était la normale. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens restent ici et ils deviennent des clandestins. Ils n'ont plus de permis. Et là, les conservateurs et les libéraux à Ottawa leur disent, bien, on va régulariser votre situation. On va vous donner la résidence permanente. Ça, c'est qu'est-ce que ça dit aux gens du monde entier? Venez ici.
faites pas une demande pour devenir un immigrant permanent parce que ça va prendre des années puis vous allez peut-être être refusé. Faites une demande d'étudiant ou faites une demande de travailleur étranger temporaire, puis après ça, bien, restez au pays, puis on va régulariser votre situation. Et donc, autrement dit, on leur dit, respectez pas les lois canadienne d'immigration et on va vous donner un beau cadeau après pour ne pas avoir respecté les lois. On va vous donner la résidence permanente. Bien, aujourd'hui, cette année, on n'a pas les chiffres exacts, en 2025, entre 1 million et 3 millions d'individus qui ont des permis de travail ou d'étudiants, leur permis va venir à échéance, ils vont devenir des clandestins et ces gens-là devraient être déportés, mais ce n'est pas ça. Les libéraux et les conservateurs disent on va vous donner votre résidence permanente. Non, il faut revenir à un système d'immigration qui se tient debout, mais avant de faire ça, il faut avoir le moratoire, une pause pendant plusieurs années, le temps d'intégrer ces gens-là, parce que aussi, ils sont tellement beaucoup qu'ils ne s'intègrent pas à nous, à notre société. Regardez, ils vont dans des ghettos, que ce soit à Brampton, Ontario, ou à Surrey, Colombie-Britannique, et ils vivent dans des ghettos. La plupart des nouveaux arrivants viennent ici, ils ne parlent pas anglais ou français. Comment voulez-vous vous intégrer? C'est le temps d'arrêter tout ça. Puis, on nuit aux Canadiens qui veulent avoir des logements abordables, on nuit aux Canadiens qui veulent avoir des jobs, le taux de chômage augmente, les services publics, on n'est pas capable de donner les services à tout le monde, les écoles débordent parce que des immigrants, etc. Donc, l'impact sur la société est énorme et je pense que le gros bon sens commence à dominer. Le seul parti au Québec qui parle d'immigration, il faut le dire, ça a été le PQ. Parce qu'il veut, il sait que c'est important et il veut continuer à monter dans les sondages. Je suis un peu déçu des autres partis qui ne parlent pas de ça. C'est l'un des problèmes fondamentaux qu'on a au Québec et au Canada. Puis d'autres partis politiques ont peur de parler de ça, de dire la vérité aux gens, mais on est rendu là. Il faut arrêter cette immigration de masse-là et ça le plus tôt possible. Oui, mais bonne nouvelle, il y a un Parti populaire du Québec qui se prépare. Il va en parler d'immigration, lui, il n'y aura pas Bon, parfait. On va l'appuyer, effectivement. Peux-tu nous informer, on est rendu où dans la formation du parti, là? Ah ben oui, en même temps, donc c'est presque complet, le dépôt des paperasses et tout à Élection Québec, ça va bien. Et puis, dès que c'est fait, on fait des événements de lancement et autres. La demande, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque rencontre qu'on fait, les gens se déplacent pour venir nous voir, ils signent les formulaires de membership rapidement et j'ai de la demande de plusieurs régions du Québec aussi en même temps. Donc, les gens ont cette demande-là, ont cette volonté-là. Ils savent que les autres partis, comme tu l'as dit, ben, ils n'adressent pas les vrais sujets. Hein? C'est toujours de l'effleurement et comme je l'ai dit, c'est à qui aurait la meilleure recette pour brasser une soupe indigeste, pour rester poli. J'ai dit pire que ça cette semaine. Mais, tu sais, c'est beau la brasser à gauche ou à droite, ta soupe qui est passée date, qui est décrépie puis qui est pourrie, ça ne change rien. Il faut changer bien des choses et restructurer et avoir une proposition qui va attirer les gens vers un meilleur avenir pour le Québec. Et ça, c'est ce qui manque actuellement, d'en donner une vision Canada, Québec, un peu comme tu le fais aussi pour le Canada. Donc, ça va donner, je pense, un nouvel élan aux Québécois qui, actuellement, plusieurs nous disaient carrément, on n'a plus d'offres ailleurs. Donc, voilà, ça passe. Et en terminant, un petit bout d'économie. Donc, j'ai parlé tantôt, on saura peut-être une récession ou pas. Les taux d'intérêt ont baissé, bonne nouvelle, mais ils baissent parce qu'on a des troubles. Il est revenu dans le sujet de la sécurité de vieillesse du Canada. Est-ce le moment de réformer la sécurité de vieillesse du Canada? Et que pensez-vous des pensions fédérales pour les mieux nantis? Et il y en a peut-être qui pensent aussi à prolonger la date de pension. Est-ce que, oui, il y a des sommes colossales là-dedans, je sais. C'est des fonds indexés ou mal gérés ou bien gérés, peu importe. Mais les gens ont travaillé pour ça. Et ce que j'ai su cette semaine concernant l'immigration, tu me corrigeras si je me trompe, même quelqu'un qui retournait, qui était ici, qui était, je pense, reçu citoyen canadien rapidement, il pouvait retourner dans son pays, puis il avait son fonds de pension aussi encore. Est-ce qu'il est temps de faire une réforme de notre fonds de pension? Et est-ce que tu es d'accord? Est-ce que les gouvernements y touchent? Est-ce qu'on enlève ça? Est-ce qu'on monte l'âge ou pas? Personnellement, non. Mais ton opinion là-dessus? Oui, ça prend une réforme, c'est certain. Et puis, juste avec l'inflation présentement,
les gens, leur fonds de pension est indexé normalement à l'inflation officielle. Donc, le gouvernement nous dit que l'inflation est à peu près 2 ou 3 chaque année, mais on sait bien que l'inflation réelle, c'est plutôt 5 et 6. Et là, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens avec leur pension s'appauvrissent à chaque année, les gens qui vivent sur une pension. Et oui, le Canada donne des milliards de dollars pour exemple la guerre en Ukraine. On n'a pas l'affaire là-dedans. On est rendu à plus de 15 milliards de dollars. On donne des milliards de dollars en subventions aux entreprises. On devrait couper tout ça. Nous, notre position, c'est couper les subventions aux entreprises, pas d'aide étrangère, pas d'aide à l'Ukraine, terminer l'aide aux pays étrangers, rapatrier ça ici. Et une fois qu'on a rapatrié cet argent-là, bien, on équilibre le budget. Et après avoir équilibré le budget, bien oui, on peut baisser les taxes, mais aussi augmenter les pensions. Le fédéral est en charge, c'est un programme fédéral, le fédéral est en charge de ça. Et oui, aujourd'hui, ce que fait Carney et Poilievre, ils sont plus préoccupés par le sort des migrants au Canada et le sort d'Israël ou le sort de l'Ukraine que le sort des Canadiens. Et donc, pour moi, ça, c'est immoral qu'un chef politique ait plus de préoccupation avec les gens qui rentrent ici en leur donnant des programmes. Écoutez, juste par exemple, les réfugiés ukrainiens qui viennent d'Ukraine et qu'on a acceptés ici à cause de la guerre en Ukraine, ils ont un privilège que les Canadiens n'ont pas. Ils peuvent aller chez le dentiste tout à fait gratuitement, poser des couronnes, etc. Tout est gratuit. Et même, il y a une industrie qui s'est développée dans l'Ouest canadien où des dentistes qui engagent des gens qui parlent ukrainien, puis pour se promener dans leur communauté et leur dire allez chez le dentiste, c'est gratuit. Et nous, les payeurs de taxes, on paie pour ça. On n'offre même pas ça aux Canadiens. Donc, on devrait couper ces programmes-là puis aider les Canadiens. Puis la première façon de le faire, c'est que ceux qui ont travaillé toute leur vie auraient le droit d'avoir une pension raisonnable. Oui, alors quand tu as dit ça, m'a dit des commentaires, hey, c'est épouvantable ça quand tu penses à ça. Puis c'est vraiment les peuples fondateurs, on crache dessus. Une amie française qui habite maintenant en Sardaigne reçoit une pension du Canada pour avoir travaillé 10 ans au Canada. Donc, les peuples contributeurs versus ceux qui sont arrivés, là, notre système est débalancé, donc oui, une réforme majeure. Alors, un petit mot de la fin un peu au Québec, les prochaines activités, tournées. Est-ce que tu retournes en Alberta? On attend le résultat. Comment tu vois ça? Bien oui, on va attendre l'élection en Alberta va avoir lieu ce lundi le 18. J'ai hâte de voir. On a un bon candidat là-bas. Il faut avouer que ça va être dur de gagner. Je pense que Poilievre va remporter son siège, mais j'aimerais bien, c'est ce que j'ai dit aux Albertains, envoyer un signal clair en disant que vous êtes déçus des conservateurs et déçus d'Ottawa en votant pour le Parti populaire, qui est un parti qui est en ligne avec vos valeurs. Et ça, ils m'ont donné raison, effectivement. Donc, j'espère bien que notre candidat va bien faire. Et puis, après ça, j'ai le goût d'aller à Montréal, aller voir qu'est-ce qui se passe avec nos musulmans qui prient dans nos rues en face de notre cathédrale, faire peut-être une petite vidéo par rapport à ça, parce que c'est de la provocation, selon moi. Écoute, Daniel, si je m'agenouille en plein rue Sainte-Catherine en tant que prier, en tant que chrétien, je pense que la police ne tolérera pas ça longtemps. Mais pour des musulmans en face de notre cathédrale dans le Vieux-Montréal, on tolère ça. Encore une fois, 2 poids, 2 mesures. Et je veux aller voir ça. Je vais peut-être aller faire un tour ce dimanche si mon agenda me le permet. Mais quand je vais être là, je vais faire une vidéo et les gens vont pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans le Vieux-Montréal avec ces gens qui prient et devant notre cathédrale, devant un symbole de la société québécoise. Ben, c'est excellent. Et puis, bien sûr, je te donne des informations. Donc, il y avait une contre-manif un peu. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et ceux qui disent que tu n'es pas là, ben oui, tu es là, tu es présent, tout ça, mais il faut suivre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Alors, merci encore de ton implication. Tu as eu un gros horaire quand même pour un été qui se voulait. Tu aurais pu relaxer. Mais non, il y avait encore beaucoup de choses à faire, puis du travail, puis ça continue. Ah oui, on ne lâche pas. Puis je te remercie aussi, Daniel. C'est bon que tu existes, que tu dises la vérité aux gens, qu'il y a un autre point, une autre alternative où prendre leurs nouvelles, parce que les TVA de ce monde et Radio-Canada, là, ils ont des nouvelles biaisées.
Donc, je suis bien content. Je te souhaite tout le succès. Puis aussi, tu nous aides en tant que lieutenant au Parti populaire. C'est très apprécié. Mais nous, on va continuer. Puis, on va être à la recherche de candidats dès septembre là, pour s'assurer que nos candidats actuels au niveau fédéral vont être prêts pour la prochaine élection fédérale qui peut être dans 2 ans ou dans 4 ans. Mais aussi, on avait quelques comtés au Québec où on n'avait pas réussi à avoir de candidats. Donc, on va travailler là-dessus ensemble. Mais je tiens à te remercier en tant que lieutenant pour le Parti populaire, Daniel. Ben, merci beaucoup, c'est un plaisir. Puis c'est ça, la manifestation dimanche 17 août, juste pour le montrer. Donc, quelqu'un qui l'avait partagé justement. Oui, des gens qui manifestent parce que c'est pour notre héritage, c'est pour notre histoire. Il faut être fier de ce qu'on est. Alors, deuxième manifestation pacifique pour le respect de nos lieux patrimoniaux, Basilique, Notre-Dame, 14h30, assez, c'est assez. Le silence ne protège rien. Le Québec se tient debout, mais on pourrait dire même, probablement le Canada, je pense qu'il y a un réveil qui se fait dans le Canada anglais à ce sujet-là, partout. Alors, je pense que ça va donner l'exemple, puis on a hâte de voir ça dimanche. On va partager, évidemment, partout sur les réseaux sociaux, tes vidéos et autres. Merci, Daniel. Puis bonne journée à tout le monde. Bye, merci. Bye bye.